Bonjour à tous, bonjour à tous. Vraiment, c'est avec un réel plaisir que je me trouve parmi vous. Surtout la surprise de trouver ma femme ici, Madame Berthéminienne. Ça, c'est notre propriété privée. Je pense qu'il y a beaucoup de consultants. Entre l'ICRISAT où j'ai travaillé aussi, l'USAID, le PNUD, dans le gouvernement, au programme des volontaires des Nations Unies, j'ai vraiment utilisé beaucoup d'expertise nationale et internationale. Le consultant est au début, au milieu et à la fin de tous les processus. Pratiquement tout ce qu'on peut envisager de faire comme grand projet, dans tous les secteurs, on a besoin de consultants. Sincèrement, nous-mêmes, un réseau que j'avais, un réseau d'anciens des Nations Unies, un réseau d'anciens ministres de l'emploi et de la formation professionnelle, on a tenté de nous mettre ensemble, mais je vous avoue que c'est très très difficile. C'est très très difficile. Certains, il y a un Camerounais qui est très actif, les Burkinabés, les Nigériens, mais vraiment c'est difficile. Mais je pense que tant qu'on ne se met pas ensemble, les grandes choses, on va être en marche de cela. C'est impossible que tout seul, vous puissiez concurrencer. Si le Maroc, le Nigeria, quel était le troisième pays africain? L'Afrique du Sud. Regardez seulement leur économie. Ce sont des puissances économiques de l'Afrique. On ne peut pas avoir les grands marchés. Regardez aux États-Unis. Le nombre de bureaux de cabinets de consulting qui viennent ici prendre les subventions et les grants. L'USAID, par exemple, où j'ai travaillé, j'ai vraiment été attristé de voir qu'il a été mis fin à cette grande institution. Au niveau de l'USAID, on donnait, ils les appelaient les sub-grantees, les gens, les sous-traitants. Et lorsque, par exemple, on recevait $1 million, souvent jusqu'à 36% retournaient immédiatement aux États-Unis. C'est ce qu'ils appellent overhead. C'est pour faire tourner leur siège et tout ça. Et ça, c'est des très très grosses entreprises qui sont capables d'acheter n'importe quelle expertise au monde. Mais je suis sûr qu'au départ, une ou deux personnes sont mises ensemble, on fait appel à d'autres personnes, et maintenant ce sont des cabinets qui ont vraiment pignon sur eux. Et si on veut vraiment faire quelque chose de durable, quelque chose de soutenable, il faut aller vers ça. Mais malheureusement, on est très très individualiste ici. Souvent, il y a des problèmes d'écho, il y a des problèmes de compréhension, il y a des problèmes de travail d'équipe, mais il faut pouvoir surmonter ça. Il faut qu'on puisse donner l'exemple. Il y a naturellement aussi la peur que, bon, si nous sommes tous experts du même domaine, que l'autre puisse me piquer mon marché, parce que, bon, il a plus d'expertise que moi et tout ça, c'est compliqué. J'ai eu la chance de travailler souvent pour la coopération bilatérale, pour la Banque mondiale, j'ai fait quelques consultations pour la Banque mondiale, bien sûr pour les Nations Unies aussi, où j'ai travaillé, mais la réalité, c'est toujours que ce pays regorge de beaucoup de compétences. Moi, lorsque j'ai vu certains anciens ministres, si vous voulez, dans le domaine de la communication, vraiment de la haute tech en matière pour les Nations Unies, mais j'étais choqué. Mais le gars, je le photographe, mais je ne le connais pas. Donc, et c'est vrai, il faut communiquer aussi sur ça. Mais les gens ne savent même pas qui il est. Il est dans son coin. Mais je suis sûr que si on lui fait appel, il y a un grand dossier d'élevage, je suis sûr qu'il peut faire la différence. Son CV seul, ça va inspirer le respect, ça va imposer le respect. Donc vraiment, il y a de l'expertise dans ce pays-là, mais il faut mettre cette expertise ensemble. Et on peut aller. Vous voyez, tous les retraités de l'hier, ils ont fait de la recherche sur le maïs, sur le Burkina en juin, pour acheter des semences améliorées. Mais je vous assure qu'on me montre des semences, on me dit ça vient du Mali. Mais les Burkinabés, ils ne se jettent pas, ils vous disent. Ils vous disent qu'ils ont amélioré ça et ils vendent ça. Et vous imaginez, je sors du Mali pour acheter des semences du Mali au Burkina Faso. Donc, je crois qu'on a vraiment on a un travail à faire. Et je suis d'accord avec vous qu'il faut, si on peut mettre en place une loi régissant le travail de consultant, ce serait une très bonne chose. Mais pourquoi un projet de loi? Pourquoi ne pas faire une proposition de loi? C'est une proposition qu'on a demandée. C'est que si c'est le gouvernement qui initie une loi, c'est un projet de loi. Quand c'est l'Assemblée qui initie la loi, c'est une proposition de loi.
souvent il est beaucoup plus facile de travailler avec l'Assemblée. Exactement. C'est beaucoup plus facile parce qu'ils sont d'accord, ça avance et en général le gouvernement ne refuse pas les propositions faites à l'Assemblée. Et aujourd'hui c'est beaucoup plus facile, à mon avis, de travailler avec le CNT s'ils sont convaincus de mettre. C'est clair. Donc il faut plutôt aller sur la base des trucs. Donc vraiment c'est pour vous encourager. Je suis venu juste pour vous voir et dire, chers collègues, vous êtes une ressource très importante pour le développement du pays. Nous avons encore plus besoin d'expertise pour avancer que les pays qui sont plus développés que nous. Donc communiquez, faites savoir votre travail, mettez-vous en réseau, mettez-vous en consortium. Mettez-vous avec les autres de la sous-région. C'est comme ça qu'on peut créer de grandes structures qui peuvent concurrencer les grandes multinationales. Bon courage et bonne fin de travaux. Merci. Sont des aliments. Elle a su se faire démarquer aussi dans le monde du conseil. Il s'agit de Madame Koné Kadiatou Traoré, consultante certifiée en management qualité, spécialiste des normes internationales et de la conformité. Mesdames et messieurs, applaudissez-vous. Monsieur Konaté. Comme on le dit toujours, ça se résume pas complètement à ça, mais c'est vraiment la base. Le consultant, il est spécialisé. Le consultant, il a des outils. Le consultant, il a la méthode et l'expérience et l'expertise qu'il faut pour venir solutionner un problème, pour venir développer une stratégie avec l'équipe. Donc moi je dirais le consultant, c'est vraiment cette personne qui a la méthode, l'outil et qui vient en fait résoudre un problème et qui s'en va. Okay. Un consultant qui reste permanemment, je ne pense pas que l'efficacité y est. Voilà un peu moi, pour planter le décor, ce que je dirais du rôle stratégique d'un consultant dans une entreprise. Merci beaucoup. Ça s'applaudit s'il vous plaît. C'est un plaisir d'être là. C'est vrai qu'on vient un jour d'atelier et également on est là. C'est pour l'événement, principalement qu'on est là. Voilà, donc Oulé est un frère. Et quand il a appris qu'on parle de consultant ici, le métier de consultant, c'est un métier jeune en devenir. Il est notre devoir en fait, de venir soutenir en fait, cette activité et d'apporter notre soutien à la construction en fait, de ce métier de l'année. Et aujourd'hui, quand ce métier est oublié, alors que c'est un métier nouveau qui peut permettre d'occuper la jeunesse et créer ce qu'on appelle une source de revenus complémentaires. Et comme c'est un métier transversal, on dit ouvert, donc en tout cas, c'est aussi une possibilité pour nous d'apprendre notre chose. Au Burkina, tout va bien. N'est-ce pas? Okay. Oui, Ibrahim Traoré. Tout va à merveille et on est là également dans le pays frère Mali et nous partageons la même vision et c'est un honneur, c'est un plaisir de tout le monde. Merci. Ok, un honneur, un plaisir de partager ce moment avec nous. Alors si c'est partagé, on y va. Voilà. Merci. Stratégique. Oui, emploi il est différent d'un employé compétent. Ok. Et le complètement différent, parce que la mentalité n'est pas la même chose. Un consultant, c'est quelqu'un qui intervient dans une entreprise pour qu'il mette un avis et dire ce qu'il convient de faire. Alors que l'employé est appelé à travailler sur une problématique donnée, c'est-à-dire on l'emploie et il a une tâche. Et souvent, le consultant est libre. C'est ça, au fait, la beauté du métier du consultant. Il est libre et peut intervenir sur plusieurs domaines. Alors que l'employé est généralement focalisé sur une tâche précise. Okay. Il y a des moments où il veut sortir du cadre de ce qu'on l'a employé pour donner au fait une autre compétence. Mais vous allez voir comment on va traiter quelqu'un d'arrogant, on va traiter quelqu'un qui veut se montrer, et souvent il est combattu. Alors que le consultant qui est là, et s'il est bon, dans le terme de consultant, on parle de deux termes, il y a le consultant interne et le consultant externe. Le consultant peut être interne, donc ça veut dire qu'en tant qu'employé, si j'ai une autre compétence avérée, l'entreprise peut décider, c'est pas que c'est développé en Afrique, mais l'entreprise peut décider de me prendre comme consultant interne. En plus de la tâche que j'effectue, la tâche d'employé, ou je peux être aussi un consultant carrément externe, où mon travail c'est d'intervenir sur les problématiques. Le micro. Voilà. Le micro, oui. D'intervenir sur les problématiques comme le conflit. Okay. Donc la différence, moi je dirais c'est le fait d'être transversal. Okay. Le consultant est plus transversal parce qu'il peut aborder plus de thématiques, alors que l'employé est souvent condamné à pouvoir être là. Et l'une des différences entre les deux,
c'est qu'un consultant est un étudiant à vie. Ok. Ce qui n'est pas forcément le cas pour l'employé. Quand vous décidez d'être consultant, c'est que vous avez décidé de ne jamais cesser en fait, de s'adapter. Ce qui permet de payer à l'entreprise doit s'adapter au fait au changement, c'est les consultants. Alors que l'employé souvent est dans une stagnation. C'est-à-dire ce pourquoi nous on a fait l'étude du Burkina Faso. Il y a des gens depuis qu'ils ont été employés dans la fonction publique, ils ont fait 10 ans, 20 ans de carrière, même un seul livre, ils n'ont pas lu. Ils se contentent de leur diplôme. Alors que le consultant, s'il se contente de son diplôme, c'est un potentiel, en fait, il ne va jamais aller de l'avant. C'est ça. Donc, ça aussi, c'est une différence fondamentale. Le consultant, c'est quelqu'un qui a appris à se former constamment et d'être également au diapason de l'évolution du monde, ce qui n'est pas forcément en fait, pour le salarié, à moins que le salarié a d'autres ambitions et il veut bâtir notre carrière, il a une carrière de Merci beaucoup. Occasion donnée par Madame, Oui, ok. lorsqu'elle parle de l'importance des consultants dans une entreprise. Ok. Cela me donne l'occasion de parler du cas de célèbres consultants américains, Peter Drucker. Ok. Et ces heures se vendaient à des dizaines de millions, Ok. à des dizaines de milliers de dollars, juste en venant dans une entreprise pour dire what's your business? In which business are you in? Vous êtes dans quelle entreprise d'abord? Quand il vient me consulter. Et de cela, c'est lui qui, comprenant tout ce qu'il y a comme problème après avoir fait le diagnostic, c'est le cadre juridique. Et quand on va dans un pays, il faut le savoir, et c'est ce changement de paradigme qui a eu lieu ici au Mali en 2023 lorsqu'il y a eu un nouveau code minier. Et je vous dis en passant, quand il parle des consultants comme Jack of all trades, le code minier au Mali, on a eu plusieurs codes miniers, de 70, de 91, de 99, de 2012, de 2019 et de 2023 en ce moment. Et ce code de 99, je l'ai traduit en anglais puisque j'ai eu la chance d'étudier aux États-Unis et ayant des arguments avec moi dans l'ingénierie minérale, on m'a réconcilié de cette tâche. C'est pour vous dire que nous sommes là pour apprendre tous les jours et pour être performants et se mettre au diapason. Et quand il s'agit maintenant de la structuration, je pense que Madame la Présidente de la Fédération et Monsieur et Docteur Rita vont s'atteler à ça parce que tant qu'on n'a pas une structure qui est connue, et j'encourage Madame pour qu'elle revienne sur le fait qu'au niveau du CNT, ils ne vont pas comprendre tout de suite la loi sur le contenu local. Cette loi était là de façon embryonnaire, ce n'était pas encore une loi depuis le code de 2012, mais c'est avec la bataille de certains esprits fréquents qui ont travaillé dans le noir, silencieusement, que nous avons eu maintenant accès à cette loi dont nous battons encore à faire voir au grand jour parce qu'il y a des organes régulateurs qui n'ont pas été encore mis en place depuis plus d'un an. Et on se bat toujours. Il y a une loi qui est loi, mais il faut que cette loi s'applique. Et l'animation ne sera pas faite tant qu'on n'a pas cédé les organes régulateurs pour le contenu de la loi. Alors, il faut se battre, il ne faut pas lâcher, il faut les faire comprendre l'importance de cette organisation. Alors, c'est ce que je pouvais dire. Merci, professeur. Merci, professeur. Alors, Madame Koné. Madame Koné, comment quantifier En compte du rôle du consultant au sein de l'entreprise, le consultant ne vient pas sur du néant. Quand une entreprise consulte, c'est-à-dire une entreprise ou même l'État va vers un consultant, comme je l'ai dit, c'est pour résoudre un problème précis ou pour développer une stratégie déjà pensée. Donc, de mon point de vue, avant d'aller vers ça, l'entreprise a dû avoir un blocage, comme avec la route de 2000, qui dit une entreprise a une vision, et qui est là, c'est l'équipe qui est là. Ce sont ces managers ou ces opérationnels compétents, c'est qui revient à votre question, qui sont là et qui tout check acte. Pour moi, l'employé est dans le tout, dans le quotidien de l'entreprise. Quand on est dans le
quotidien, on ne voit pas tous les paramètres. Donc quand, avec ce tout, on monte vers l'excellence pour revenir à la roue, alors à un moment, l'entreprise est comme stagnante. Alors que si on monte sur une colline et que tu restes stagnant, soit tu descends, tu vas reculer. Je pense que c'est là où le consultant a tout son sens. Parce que nous, on est dans le stress, en tant qu'opérateur, on est dans l'atteinte du quotidien. Et donc, on se noie. Des fois, on a même la solution, mais on ne la voit pas. C'est là où on fait appel à un consultant. Donc, quand est-ce que je vais quantifier l'intervention du consultant? Pour pouvoir le quantifier, des fois, l'entreprise a déjà son mandat. Mais pour moi, c'est le consultant lui-même, en rentrant avec ce premier mandat, va faire, à la sortie de son diagnostic, va mettre en place, alors, ses objectifs bien définis, avant ou après. Parce que des fois, tu rentres avec un mandat, avec déjà un cahier de charges bien défini, mais quand, au cours de l'intervention, vous allez ajuster. Donc, pour moi, les performances peuvent être prédéfinies et les performances peuvent être aussi ajustées. Donc, pour moi, pour quantifier, c'est est-ce qu'il y avait telle problématique, est-ce que c'est résolu? Est-ce que la solution a été trouvée? Est-ce que les performances et les résultats visés ont été à la hauteur? Pour moi, c'est comme ça qu'il faille quantifier. Et ça, c'est ce que beaucoup on oublie. Lorsqu'on rentre dans la consultation, à pouvoir décliner qu'est-ce qu'on a fait, qu'on arrive à le faire pour continuer à démontrer qu'on a un rôle important au sein des entreprises et des institutions publiques. Ok, merci beaucoup. Déjà, il y a plusieurs facteurs. Souvent, ça lâche là, ça revient. Il y a plusieurs facteurs, mais comme Madame l'a si bien dit au départ, c'est-à-dire qu'un consultant vient pour résoudre des problèmes. Voilà. Et lorsque on appelle, nous dans le cadre, on dit que le consultant peut intervenir à travers ce qu'on appelle le conseil stratégique, ce qu'on appelle le conseil organisationnel et ce qu'on appelle le conseil de service. Donc, on peut avoir des consultants qui, lorsqu'il y a un problème, donc un consultant, c'est quelqu'un qui est appelé tous les jours à résoudre des problèmes. Donc, tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de consultant. Maintenant, lorsque le consultant vient, ce qu'on nous enseigne, c'est d'éviter au fait de créer simplement une relation entre vous et le client. Parce que dans la théorie des organisations, il est dit que les employés sont hostiles à tout corps étranger. Voilà, lorsque une personne extérieure vient au sein d'une entreprise, ça veut dire que les employés se voient déjà menacés. Est-ce qu'il ne vient pas à cause de moi? Donc, ça veut dire que lorsque vous venez et que vous créez ce qu'on appelle une relation étroite avec le dirigeant seul, on va vous créer des problèmes et on risque de vous chasser. Parce que les employés si les employés au fait n'adhèrent pas au changement, alors tout ce que vous allez apporter comme solution n'aura pas de poids. Puisque qui est appelé à implémenter les changements que vous allez apporter, c'est les employés. C'est ça. Et ça, c'est un élément assez important que beaucoup de consultants oublient. Et lorsque vous oubliez cela, soyez sûr qu'on va au fait prendre des problèmes. On a vu un cas où le consultant est venu pour implémenter au fait une solution. Une solution au fait de l'entreprise. C'était un problème de vente. Et on l'a contacté pour qu'il vienne aider à vendre. Et quand il est venu pour aider, lui est venu avec au fait de façon en tant qu'expert pour venir s'imposer. En opposant au fait, c'est-à-dire on impose au fait la stratégie à tous les employés. Mais arrivé au niveau du contrôle interne, ils ont dit qu'ils ne vont pas accepter la solution. Et ils ont été catégoriques et ils disent tant qu'on va implanter comment on appelle la question au fait, cette solution, ils ne sont pas d'accord parce qu'il y a eu une fois qu'on a implémenté la même solution, ça n'a pas été. Il a fallu qu'on aille chez un autre consultant international pour venir former maintenant, c'est-à-dire venir défendre le projet pour que ça puisse passer. Donc, parce que l'autre est venu, il a voulu travailler avec le dirigeant, il n'a pas tenu compte des parties prenantes. Donc, un élément aussi que le consultant doit pouvoir aussi comprendre pour pouvoir au fait créer cette relation de collaboration avec cette entreprise, c'est la question de la culture du management interculturel. Parce que lorsque vous êtes consultant, la manière dont les dirigeants se comportent au Mali, ce n'est pas la même manière dont les dirigeants se comportent au Burkina, ce n'est pas la même manière dont les dirigeants se comportent au Nigeria. Et lorsque vous allez devenir, en tout cas prendre la casquette de consultant international, vous êtes obligé au fait de vous imprégner des connaissances de management interculturel pour pouvoir savoir que lorsque je vais pour consulter, c'est-à-dire intervenir dans une entreprise malienne,
comment en fait les clients se comportent, comment aussi les parties prenantes se comportent. C'est-à-dire que je ne vais pas apprendre tout cela. Je serai un consultant, mais un mauvais consultant. D'accord. Okay. Tout de suite, vous vous adressez à la présidente pour... Il faut se convaincre. Ça. C'est pourquoi tu es appelé pour consulter que tu as la maîtrise. Et en ce moment, tu as toutes les solutions que vous allez donner seront les bienvenues. Oui, mais à un problème que l'entreprise est confrontée. C'est ça. Le problème auquel l'entreprise est confrontée. Donc, c'est vous avez des problèmes solveurs, comme ils l'ont dit, solutionneurs de problèmes. C'est un consultant, tu dois te considérer comme ça. Mais tu ne peux pas le faire sans te convaincre toi-même que tu as les compétences et la capacité, le know-how pour pouvoir trouver une solution à un problème. Mais je vais dire tout de suite que notre confrère, le financier, consultant financier, disait dans son intervention, c'est la résistance à ce produit que tu vas faire, la consultation, qui constitue le problème majeur ici au Mali pour les consultants. Ok. D'abord, il faut les convaincre. Et nous avons ce problème que nous ne communiquons pas beaucoup. Et donc, les tribunes, ce genre, il faut les multiplier. Et c'est pour cela qu'il faut bien remercier et saluer. Ça s'applaudit, je pense. Hein? Alors, il faut multiplier les tribunes de ce genre. Les conseils pour les consultants qui souhaitent mieux convaincre des clients potentiels. D'abord, je disais la confiance en soi, Ok. la connaissance du dossier, la maîtrise de ce que vous allez apporter comme solution. Ok. Mais d'abord, tout d'abord, il faut comprendre ce que l'entreprise pour laquelle vous allez consulter, ce qu'ils ont comme problème. C'est maintenant, en comprenant que vous allez faire des propositions de sortir ces problèmes-là très rapidement et de façon pragmatique. Ok. Avec des exemples pris ça et là. Je suis sonné sur l'exemple. On a fait la loi sur le contenu local ici au Mali. Au Nigeria, le gouvernement a accompagné cette loi qui fait que maintenant, toute la chaîne de production du pétrole, c'est les nationaux qui choisissent des segments où ils vont créer des outils. Ils vont implanter des usines, fabriquer des outils qui sont utilisés dans cette chaîne. Et finalement, les grandes entreprises, on peut compétir avec ces grandes entreprises, les nationaux, quand ils sont bien formés, quand ils comprennent les problèmes et ils vont les résoudre. Quant à la résistance dans les entreprises, quand on vient pour consulter, ils vont toujours vous dire, j'ai l'habitude d'écouter ça d'un de nos collègues, un consultant, il vient juste vous demander de prêter votre montre pour qu'ils vous lisent l'heure. Bon, alors là, ça c'est des consultants qui ne vont pas s'imposer lorsqu'ils sont appelés sur un problème, en essayant de convaincre ceux qui sont chargés de l'application, puisque lui il est là pour un temps bien donné, et ceux qui doivent exécuter les solutions, ce sont les travailleurs. Donc il faut les convaincre, ces travailleurs, pour les propositions de solutions que vous allez faire à une entreprise lorsque vous êtes appelé autour d'un problème. J'ai l'impression que vous voulez dire quelque chose. Ah, ok. Mais allez-y. Ce que moi je pourrais rajouter, c'est que convaincre la clientèle, il y a plusieurs niveaux. Pour moi, quand on est consultant, parce que consultant, ça veut dire déjà on a un background, on a déjà une expérience, on a un vécu, on a déjà en fait pratiqué, on a échoué des fois, on a bandé on a travaillé dans le domaine, on a de l'expérience dans le domaine que nous-mêmes aujourd'hui on est aguerris. On se dit en fait tout ça mis ensemble, ça me permet en fait d'avoir un bagage que je pourrais qui pourrait être utile. C'est à ce moment en fait on peut dire que là je vais aller vers la consultation. Je sors de l'école, je vais aller en consultation. Enfin, c'est pour aller faire, je ne sais pas, peut-être babysitting, sinon c'est pas pour consulter. Enfin, c'est ça, parce que c'est ce qui se passe maintenant. Les jeunes qui viennent de sortir, qui n'ont pas de boulot, ils disent je suis consultant, ils ont leur sac, et puis ils s'en vont dire n'importe quoi.
et faire du n'importe quoi, et ça rend difficile l'intégration de ce métier en fait comme métier. C'est ça qu'il faut se dire. Et c'est pour ça que j'étais d'accord tout à l'heure qu'il faille travailler sur la législation. Carrément, c'est la solution profonde. Je vous dis, pour sortir peut-être un peu et retourner dans le cadre de l'autre panel, du premier panel, en fait, on insiste sur le fait de se faire connaître, oui. Mais même si on se fait connaître, quand l'État ne nous connaît pas et qu'il n'y a pas de structuration, les autres pays vont toujours dépasser. C'est ça. Parce que moi, je vois des marchés institutionnels ici, un consultant national, les conditions même ne te permettent pas d'y avoir accès. C'est conçu pour exclure le consultant national. Je vous assure, j'étais dans le comité stratégique d'un service ministériel, je suis dedans toujours. Quand et ça a été commandité par un projet national, c'est l'État qui décide. Mais le projet qui décide du contenu et des conditions d'accès de la consultation, déjà c'est biaisé. Et secondo, quand ils mettent en place ces conditions, c'est inaccessible. C'est fait pour être inaccessible aux consultants nationaux. Je me dis, s'il y a une loi, une réglementation qui structurait de telle sorte que le consultant national expérimente, il faut démontrer qu'il n'y a pas de consultant au niveau national, ça allait résoudre beaucoup de problèmes. Donc, n'est pas consultant qui le veut. N'est pas consultant parce que j'ai un bac plus 10 en économie, je ne suis pas consultant. Si je n'ai pas du vécu, de l'expérience, si je n'ai pas appliqué dans le fond ce que j'ai fait. Moi, le mot consultant, je ne l'aimais pas. Quand je suis revenue au Mali, en fait, d'abord quand j'ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé dans le monde de l'agriculture. Parce que la démarche, vous savez bien que la qualité est transversale, on étudie plusieurs normes. Et ce qui m'a poussé, quand je suis revenue, j'ai dit, mais c'est resté limite au même niveau. Et j'étais frustrée. Ok. Et donc j'ai dit, mais là, en fait, le background que j'avais vécu ici et le background au niveau international m'interpellait. Parce que j'avais aidé des institutions publiques à l'extérieur pour mettre en place des projets de loi d'arrêtés qui sont passés en tant que responsable stratégie et projet. Et les débats qu'on a eu de ça et l'évolution qu'on a eu de ça, on voulait le transférer au Mali. C'est pour ça que j'étais venue. Mais le gouvernement était caduc à l'expérience. Donc j'ai dit, bon, c'est pas grave, on va créer la boîte, mais moi je vais consulter. Je vais apporter en fait ma valeur ajoutée dans ce pays. C'était vraiment on va dire, par besoin, mais aussi c'est quelque chose de satisfaisant pour moi. Et de bouche à oreille, quand mes anciens collègues ont commencé à savoir que je suis là, mais Kadi, tu es où? On m'a dit que tu es là, on a tel projet, est-ce que vous pouvez intervenir? C'est comme ça que je suis entrée dans la consultation. Et là, après, j'ai fait la formation avec Business Academy pour faire la certification comme experte. Je n'aime pas aussi ce mot expert, mais on est obligé de l'utiliser sûrement. Mais pour dire que le rôle, le consultant a du bagage, déjà au niveau. Donc pour moi, avant d'avoir un marché, il faut t'assurer que tu as du bagage. C'est ça. Maintenant, quand on a un marché, convaincre le client, on a dit qu'il faut aller sur la base du diagnostic réel, son besoin, qu'il y ait des missions bien fixes et ne pas se substituer à l'entreprise et à l'entrepreneur et aux équipes. C'est ce qui arrive. Celui qui est là, il a de la valeur parce qu'il y a du vécu au sein de l'entreprise que tu n'as pas. Okay. C'est sur la base de ce vécu que tu vas apporter collégialement, avec consensus, des solutions. Et toi, ton apport, c'est ton expérience et tes outils. Donc, de mon point de vue, quand on travaille comme ça, on ne peut que convaincre le client. Voilà, pour ne pas être trop long. Alors, on va revenir maintenant à l'assistance. Hein? Vous donnez l'impression d'être affamé, c'est ça? Oui. Hein? Alors, donc, on va se réveiller un peu. Des questions? Voilà, l'expertise au service du développement durable. Alors, le développement durable, lorsqu'on essaie de voir sous un angle, c'est sous le DH par exemple. Le développement durable. Non, c'est le développement en général. Voilà. Donc, moi, je vois qu'il y a à peu près 17 objectifs ODD qui ont été planifiés par les experts. Donc, est-ce que, la question s'adresse à tous les panélistes, est-ce qu'à partir de ce moment même, on peut donner des données statistiques qui peuvent jauger un peu la réussite ou
même le taux d'avancement et l'expertise en ce sens? Première question. Deuxième. Vous suivez? Vous suivez sa première question? Monsieur le Bonaté est là? Ok. Donc, allez-y, reprenez brièvement là. Voici, il y a les données statistiques pour mesurer un peu aujourd'hui les objectifs de développement durable. Les objectifs de développement durable ont ce qu'on appelle idéal à atteindre ou un idéal surveillé. Donc, cet idéal-là, comparativement aux activités réalisées dans le domaine de l'expertise, est-ce qu'il y a une avancée majeure, surtout en Afrique, comme le thème est spécifique? Deuxième question, les bonnes pratiques. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qu'on peut imiter ou même se fier pour la réussite de certaines expertises que vous connaissez? Merci beaucoup. À Okisa Dele, qui est ami. Voilà. Qui tout récemment, j'ai vu, il a été, je ne sais pas, avoir été retenu en tant que consultant senior au niveau du Burkina. J'ai vu ce qui est apparu, je devais le féliciter. J'aimerais qu'il nous parle un peu de la méthodologie de reconnaissance des consultants au Burkina. Est-ce que c'est fait par l'État et quel est le processus qui a été mis en place pour cela? Ma contribution, c'est peut-être une question aussi, peut-être qu'elle pourra répondre dessus, par rapport à ce que Mme Kadia, c'est ça? Moi, j'ai souvent quelques réserves quand on me dit qu'un jeune doit avoir beaucoup d'années de travail avant de devenir consultant, ou un jeune qui sort vraiment de l'école ne peut pas être consultant. Moi, je pense que je vois les choses un peu différemment. Il y a des choses qu'on vit souvent, qui est le fait que quand les personnes arrivent souvent au sommet d'une chose, on crée souvent une organisation où on est en haut de notre tour Eiffel. Et souvent, on essaye d'empêcher ceux qui sont en bas d'intégrer ou de rentrer. J'ai peur que cela ne se répète également dans ce qu'on veut faire ici. Il faut qu'on fasse extrêmement attention à ça. Les jeunes qui veulent embrasser le métier de consultant, moi je pense qu'il faut plutôt les accompagner. Il faut les montrer la voie qu'ils doivent suivre. On peut être consultant débutant, on peut être consultant même étudiant, en apprentissage. Mais quand la personne aime cette chose et qu'il veut la faire, notre rôle n'est pas à nous de lui dire tu n'es pas consultant, n'est pas de lui dire non, il faut d'abord aller avoir 10 ans d'expérience. Mais voilà le bon chemin à faire. Continue à apprendre, développe-toi. De telle sorte qu'ils puissent suivre ce processus-là. On prend beaucoup de consultants, beaucoup se sont improvisés, mais ils ont fini par le devenir, par l'apprentissage, Donc je pense que c'est ce canal-là qu'il faut les montrer pour continuer à les encourager et à devenir des grands consultants. D'accord. Son qu'il est destiné. Ok, d'accord. La parole. Ok. N'est-ce pas? Voilà. Merci. C'est une contribution. Je voudrais juste rassurer mon confrère panéliste que baisser les bras n'est pas dans notre vocabulaire. Merci. Merci. Il y a des situations difficiles, le contexte peut ne pas se prêter à ça, mais on se bat toujours. C'est ça. J'ai contribué à l'élaboration de la loi sur le contenu local, on a été consulté, sollicité tant au niveau de la FENACOM qu'au niveau du Conseil national du patronat du Mali, qui plus ou moins n'ont pas été prises en compte. Il faut dire les choses par là. Absolument. On nous sollicite, on va à l'audition, mais nos observations n'ont pas été prises en compte. Pour beaucoup de raisons. Parce que la loi sur le contenu local aurait pu répondre partiellement aux problèmes auxquels nous vivons aujourd'hui. Nous assistons. Parce qu'on avait demandé à ce que cette loi soit élargie à beaucoup de secteurs d'activité. Et non pas seulement le secteur des mines, qui n'est pas seul pourvoyeur, qui n'est pas seul créateur de richesse au niveau du monde. Mais on ne nous a pas entendus. Mais on se bat toujours. Parce que cette loi, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, aurait pu trouver sa solution dans la loi sur l'expertise nationale. Un consultant junior ne sait pas qu'il est junior. Il prend son sac, il devient consultant de tout un corps de métier, alors qu'il n'a pas les compétences requises. Il faut dire les choses par leur nom. On peut sortir d'Harvard et ne pas être un bon consultant. C'est clair. Donc ce que madame a dit, je m'inscris en vrai dans tout ce qu'elle a dit et c'est ce qu'il faut réglementer. Le métier de consultant. Maintenant, concernant la question de cher monsieur derrière, sur le thème, c'est un thème qui est vaste, qui englobe tout. Ça ne veut pas dire forcément qu'on peut avoir des données statistiques sur tous les ODD, les 17 objectifs du développement durable, à travers la consultation. L'objectif de l'entreprise. Une entreprise peut prendre le volet santé,
se focaliser sur ce volet santé et mesurer son impact sur ce développement. Une autre entreprise peut prendre le volet ressources minérales, construction, bâtiment durable ou eau, assainissement et se faire focus sur ce domaine. Donc chaque domaine d'expertise requiert un volet ou 2 ou 3 volets seulement des objectifs du développement durable. Maintenant, on peut s'inspirer des objectifs de l'Union africaine de 2063, Agenda 2063 de l'Union africaine, qui nous intéresse au plus haut point. Parce que c'est en cela que les Africains se développeront d'ici 2063, si jamais on met tout ça en œuvre. Mais le consultant a un rôle fondamental à jouer dans ce dispositif. On ne peut pas le faire sans les consultants. Ce n'est pas possible. Aucun niveau de développement de l'agenda 2063 ne peut être atteint sans le consultant. Je m'arrête. Merci. Merci beaucoup. C'est ça, non? Voilà. Alors, coach Déné, personnellement, voilà, il n'a pas, il aime tellement la vidéo. Je pense que il faut nuancer les choses. Parce que moi qui suis devant vous, moi j'ai quitté directement l'université et je me suis déclaré consultant. D'accord. Mais j'ai travaillé pour le compte de la Banque mondiale, j'ai travaillé pour le compte de l'IRD, j'ai travaillé pour le compte de Orange Burkina, j'ai travaillé pour le compte de l'Institut français, j'ai travaillé pour le compte de beaucoup d'institutions, mais généralement, c'est à travers la qualité de ce que je fais comme il le commande. Donc je pense que c'est à nuancer. Et au Burkina, on est en train d'arriver à ce processus d'encadrer carrément le métier. Mais le métier de consultant, ça sera très difficile de pouvoir l'encadrer très bien parce qu'on est d'accord, nous tous ici, qu'il n'y a aucune école qui forme des consultants. Aucune école professionnelle, ce sont les cabinets qui essaient de donner des certificats expertis à des gens. Donc il n'y a aucune école qui va former et te dire que lorsque tu sors, tu es consultant. Nous, c'est comme je dis, que le métier de consultant s'apprend et se perfectionne sur le terrain. Tant que l'élément n'a pas décidé d'aller sur le terrain et d'être en face des situations, quel que soit ce qu'il aura, il croit être un consultant. Donc, ça veut dire quoi? Que l'étudiant aussi qui sort, que c'est un choix. Lorsque il sort de l'université, il ne sait pas quoi faire. Voilà, bon, on voit quelqu'un qui se prend son gros sac et s'est caché à l'intérieur. Bon, moi, j'ai un gros sac, je fais un cachet, je me déclare consultant. Voilà, là au moins, je ne sais pas. Mais lorsque la personne fait un choix, moi j'ai fait un choix d'être consultant pendant mon expérience personnelle. Et quand je sortais ma licence, aucun cabinet ne m'a accepté en stage. Lorsque je partais pour demander, parce que quand je vais en entretien, je dis clairement que moi, mon intention, c'est d'ouvrir aussi un cabinet. Dès lors que j'ai dit ça, puisque le problème, c'est que dans la génération d'aujourd'hui, nous, on est ouvert à la collaboration. Les générations, les anciens vont m'excuser, c'était plus la concurrence. C'est ça. Et je vois, il y avait moins de collaboration. Donc, c'est-à-dire, quand on te voit, toi, tu veux venir être consultant, dès du moment où on te voit en tant que concurrent, la meilleure façon, c'est de fermer les portes. Donc, moi, j'étais obligé alors d'aller consultant. Voilà, et maintenant, ce qui se passe, c'est d'aller. On ne peut pas avoir le marché comme vous voulez. Non, mais c'est possible. Tous les marchés que j'ai eus, je ne connaissais, au fait, c'est pour qu'on dit quoi? Que c'est la qualité de ce que tu fais et ta compétence qui va déterminer. Parce que le problème, c'est l'expérience qui donne cette qualité. Oui, Si vous n'avez pas le problème ici, Ça devient intéressant. oui, j'ai là-dessus. Cette expérience dont je suis en train de parler, je ne suis pas allé dans une structure où on m'a pris. Cette expérience a été acquise dans la douleur. Est-ce que vous voyez? Et là, c'est ce que je veux qu'on arrive à comprendre, que celui qui a la volonté, qu'on l'accompagne et qu'on le laisse aller. Moi, quand j'ai commencé, j'ai une formation de banque finance à la base. Et j'étais en banque finance, on ne s'est rien appris que la banque finance. Quand j'ai dit à mes anciens que je vais être consultant, je n'ai pas été formé pour ça. J'ai dit, je vais l'être. Si je vais l'être, c'est à moi en fait, de déterminer les moyens nécessaires pour pouvoir l'être. Et j'ai déterminé les moyens nécessaires, je me suis formé, j'ai laissé la banque finance, aller me former, aller m'inscrire à une formation de recherche pour apprendre. Tout ça, c'est les moyens que moi je me suis donné pour pouvoir apprendre tout ce qui est bon petit, je suis allé payer quoi. Donc, c'est pour dire que celui qui a la volonté d'aller, que la personne décide de se perfectionner. S'il se perfectionne, il va arriver au résultat, au fait acquis. Aucun marché, moi, mon père est cultivateur, ma maman est ménagère, elle teste les têtes.
Donc, les membres de notre famille, tous les membres de notre famille sont des marabouts. Aucun membre de notre famille n'est. Sont des marabouts. Je n'ai aucune personne. Nous sommes les premiers à être intellectuels dans l'école française. Vous voyez, chez nous, personne ne parle à l'école. Donc, c'est les enfants du papa. C'est la baraka des marabouts, on a pas. Le consulting, c'est du maraboutage. Le consulting, c'est du maraboutage. Le consulting, c'est du maraboutage. Voilà, du maraboutage moderne. Parce que vous partez aider les entreprises à avoir des solutions à leurs problèmes. Ok, allez-y. Les cerveaux doivent s'affronter, quoi, c'est important. La situation est vraiment. Je pense qu'on dit la même chose exactement. Il a dit qu'il est sorti de l'école, il s'est autoproclamé, mais voilà, il a reconnu qu'il faille qu'il aille se former, qu'il participe à des rencontres, qu'il se perfectionne, et je suis sûre que ton premier marché, tu as eu du mal. Que tu le veuilles ou pas, ton premier marché, tu as eu du mal. Alors la question, c'était quoi? C'est comment convaincre. Je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. La question, c'était comment convaincre son client. Okay, c'est ça. Et j'ai développé avant et pendant. Avant la consultation, il faut être sûr, et je le répète et j'en suis convaincu, qu'il faut être sûr que le marché que tu vises là, tu as les compétences de ça et que tu as l'expérience de ça. Sinon, à défaut de te planter, tu vas avoir beaucoup de mal. Et je pense que coach a intervenu dans le même sens. Il a dit qu'il ne faut pas exclure les jeunes, il faut les mentorer. Mais ce n'est pas ce qu'on voit, coach, malheureusement. Ce n'est pas ce qu'on voit. Donc, c'est des étudiants qui sortent fraîchement. Lui, il a eu le mindset et l'état d'esprit d'aller se former et d'aller, en fait, en accompagnement. Mais il y a beaucoup qui ne sont pas, malheureusement, en train de faire ça. Moi, en tant qu'entreprise, je recrute un jeune RH. Je le vois beaucoup. Moi, malheureusement, j'ai vécu 5 ans au Mali et j'ai pris au moins 3 masters, bac plus 5 en marketing communication. Ils ne peuvent pas te faire le ciblage. Ils ne peuvent pas te sortir un plan stratégique pour aller cibler les marchés et les clients. Moi, quand il vient, c'est moi je les forme. Je n'ai aucune formation en marketing communication. Ils se plantent. Ils se plantent. Donc pour moi, l'expérience, la connaissance est essentielle. Encore une fois, je le dis et je l'assume, pour se déclarer consultant. À défaut, parle de junior. Approche-toi des consultants. Dans les projets, il y a ça, ils recrutent des consultants juniors. Et ils sont mis à côté du spécialiste de la boîte qui les mentor. Sans ça, on va créer de l'amalgame et c'est ce qui est en train de se faire, qui rend compliqué l'imposition, si je peux le dire, du métier, en fait, comme métier de valeur. C'est tout ce que je voulais dire par rapport au contexte de la question. Merci. Okay. Moi, je voudrais... N'est-ce pas, hein? Pour la parenthèse, Ok. bon, très sérieusement, Ok. cette question-là. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai eu l'exemple des exemples malheureux, Ok. des exemples heureux. Ok. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais il y a une question qui sort très fréquemment, qui est sortie très fréquemment du grand panel. Ça va se vendre. D'accord. Tu vas te vendre comment? Qu'est-ce que tu vas vendre? Il faut que tu aies d'abord la compétence. C'est ça. Alors, c'est-à-dire la première étude de faisabilité des petites mines, c'est moi qui ai réalisé ça depuis 2016. Après, je vois qu'il y a plein de permis d'exploitation de petites mines qui sont donnés, mais aucune de ces mines n'arrive à voir le jour après. Il y a une cinquantaine, il n'y a que 3 ou 4 petites mines qui sont en train de travailler. Pourquoi? Parce que les gens ont fait du plagiat. Ils s'improvisent consultants. Et c'est pourquoi je parle de cas malheureux. Et maintenant, okay. Et je ne sais pas si vous avez certainement vous l'avez appris, une usine de cimenterie à Pema qui a été, dont la première chose a été posée, je pense en 2024. C'est moi qui ai fait cette étude de faisabilité et j'étais agréablement surpris dans la salle que des jeunes qui sont là, dans la commission qui doit juger ça,
devant ses responsables, il dit, mais attention, nous n'avons jamais vu une étude de faisabilité aussi fouillée. Pour vous dire, moi je ne suis pas improvisé consultant, j'ai consulté pour la Banque mondiale pour le diagnostic des titres et moyens d'entreprise minière en 2004. Ça, c'est dans les tiroirs là-bas, chaque fois on parle de titres, nous quelque chose. Il y a eu l'audit en 2002, nous étions les deux consultants, Dr Malani et moi-même, pour les mises en activité au Mali en 2002. On a dégagé 13 points de contrôle. De la mine jusqu'à qui sont là encore. On a surfé sur ça pour commanditer l'étude qui est en train de faire beaucoup de vagues dans le secteur minier. Pour vous dire qu'il y a des cas malheureux, mais il y a des cas heureux aussi. Le cas heureux, je vais en parler. On a un groupe de jeunes qui, lorsque je les enseignais, savoir se vendre, c'est une chose, mais aussi, au XXIe siècle, quels sont les métiers auxquels vraiment il faut, dans lesquels il faut se former. Il y a l'informatique appliquée à la géologie. Il y a des jeunes qui ont posté ça, j'ai tenu. Ils sont les leaders aujourd'hui sur le marché. Et leur premier marché, c'est moi qui les ai donnés lorsque j'étais consultant dans le seul projet qui a travaillé sur les bauxites au Mali. Et partout où vous partez, dans n'importe quel ministère, quand vous parlez de bauxite, on va vous diriger vers mon bureau. Parce que j'ai eu l'expertise. Nous avons même été félicités par feu le président Macron en 2010. Alors, la question sur le processus là-bas, voilà, féliciter, tout ça, donc, voilà, même, je voudrais aussi cela au Mali et tout. Ok, effectivement, l'agrément pour être un expert senior au Burkina Faso. Bon, il faut dire qu'au Burkina, je pense que l'État a résolu le problème. Donc, il y a ceux qui s'autoproclament consultants, ils sont là. Et il y a l'agence qu'on appelle APN, l'agence de promotion de l'expertise nationale. Donc, on ne peut pas parler de l'agence. Tu te débrouilles pour aller consulter ton expérience. Une fois que tu as réussi à avoir ton expérience maintenant, pour pouvoir faire partie de l'agence, maintenant tu constitues un dossier avec l'ensemble des lettres de, comment on appelle, c'est quoi on le met voilà, les lettres de référence ou encore les exécutés, vous réunissez tous ces dossiers-là. Et vous réunissez également vos diplômes, tous les diplômes, et tous les certificats, toutes les attestations que vous avez, vous les réunissez, accompagné en tout cas de tout ce qui est comme justificatif des marchés que vous avez exécutés dans le domaine dans lequel vous cherchez, vous faites l'expertise. Donc, vous partez maintenant déposer. Il y a tout un comité qui va analyser par année. On fait ça 2 fois dans l'année, partez déposer, on analyse et on fait sortir maintenant la liste des consultants retenus. Donc, le processus est assez rude. Mais là-bas, maintenant, lorsque vous êtes là-bas, c'est classé de consultant cadet à consultant senior. Maintenant, mais pour être là-bas, il faut avoir de l'expérience, comme vous l'avez dit, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir réellement prouver sur le terrain. Mais de l'autre côté, on vous laisse d'abord vous débrouiller. Si vous sentez que vous avez réellement prouvé, alors vous pouvez rejoindre maintenant le cercle des experts nationaux. Et l'État est en train de faire quelque chose d'intéressant aussi, il partage tout en même temps, et les affaires d'offres de l'État. Donc, si vous voulez désormais postuler à des marchés, il faut avoir peut-être l'agrément de l'agence d'expertise. Et ils sont en train de travailler à ce qu'un quota, les marchés peut-être puissent être orientés par eux, parce que c'est eux qui représentent l'expertise nationale et qui vont prendre l'État burkinabé à l'international. Mais de l'autre côté, eux, on les laisse. Débrouillez-vous sur le terrain, allez au marché, et si vous êtes prêts maintenant, vous revenez maintenant, rejoindre le secteur. C'est ceux qui partent seuls avec leur gros sac et qui se débrouillent. Et quand tu as une certaine expertise, tu te mets en cabinet, tu acquiers de l'expérience. En fonction de cette expérience, tu peux être confirmé au bout d'état consultant. Donc, ceci étant dit, je reviens à ma contribution sur la thématique, le rôle stratégique du consultant dans le développement de l'entreprise. L'entreprise, c'est une entité privée qui n'est pas l'État, on est d'accord. Parce que l'État a son mode de fonctionnement pour tout ce qui est appel d'offres, et donc il faut avoir une certaine configuration. Par contre, le privé, le plus souvent, c'est du relationnel. Qu'est-ce qui fait qu'un privé peut accepter de donner de l'argent pour écouter quelqu'un, lui dire ce que peut-être il connaît? Il doit faire. Moi, j'ai vécu l'expérience.
Et voilà comment le client m'a répondu. Toi, tu as l'âge de mon deuxième fils. Moi, je fais du commerce depuis des années, ça marche. C'est toi qui vas m'expliquer ce que je dois faire pour que ça marche davantage. Toute la problématique est là. Une entreprise, quel est le besoin qu'elle peut exprimer pour pouvoir prendre vos conseils et vous rémunérer pour ça? Ça a devenu le rôle du consultant. Et l'expérience que je vois le plus souvent, c'est que les consultants viennent par relation. En dehors des grands groupes, tels que les grandes structures comme Orange et autres qui font des appels d'offres, mais les petites et moyennes entreprises dont on parle, ou les grandes entreprises locales, c'est le réseautage. Est-ce que tu connais quelqu'un qui j'ai tel problème dans mon entreprise? Peut-être j'ai des problèmes de vente, peut-être que j'ai des problèmes de ressources humaines, peut-être que je veux changer de stratégie, peut-être qu'il y a la conduite du changement à porter. Est-ce que tu connais quelqu'un qui... Voilà comment on arrive. Et donc, à mon avis, lorsqu'on vient, et c'est un autre aspect que je voulais évoquer, un consultant n'est pas forcément quelqu'un qui est qualifié pour faire la chose lui-même. Tu peux prendre le marché et trouver un expert pour le faire. Donc on n'est pas obligé d'être expert forcément dans le domaine pour pouvoir se missionner ou du moins rechercher le marché. On voit bien, moi par exemple, ma première consultation, c'est quelqu'un qui l'a eu, qui n'est pas de son domaine, mais qui a fait appel à quelqu'un qui ne connaît pas, lui donner des conseils et accepte que ces conseils-là lui servent pour avancer dans son entreprise. Donc, je voulais juste apporter ces éclaircissements pour dire que c'est bien beau d'avoir de l'expérience, mais sans le relationnel, c'est extrêmement difficile. Et ça va rejoindre probablement dans ce qui va se faire pour prendre en compte tous ces aspects-là, afin que tout le monde s'y retrouve. Si on fait une loi qui exclut les gens, elle ne sera pas portée forcément. Mais si on fait une loi qui réunit l'ensemble des sensibilités, là on est sûr que le succès à la fin viendra. Merci. Merci. Parce que après l'intervention du médecin ou bien du réparateur, donc ça doit être vraiment, l'engin doit être en bon état. C'est ça. Voilà. Et si après, malgré l'intervention du médecin, la maladie persiste, donc ça veut dire que le diagnostic n'a pas été bien posé. Il a parlé de plagiat. Et je pense que dans après l'intervention du consultant, si l'entreprise continue à sombrer dans des difficultés, donc ça veut dire que c'est la conséquence, c'est plagiat. L'une de mes inquiétudes aujourd'hui est l'intervention des outils IA. L'intelligence artificielle qui produisent en bonne et due forme des rapports en lieu et place du consultant. Est-ce que ça ne constitue pas une menace pour la qualité des prestations du consultant? Le consultant est censé être un agent du terrain. C'est ça. Il met dans son rapport tout ce qu'il voit. C'est ça. Tout ce qu'il a rencontré, c'est les recommandations, tout. Maintenant, un consultant qui va se contenter de ces outils-là pour lui produire vraiment son rapport, lui élaborer son rapport, je pense que sa consultation va passer à côté. Il va quand même embaucher son argent, mais la raison pour laquelle vraiment il a été recruté, il a été sollicité par l'entreprise, donc l'objectif ne va jamais être atteint. Voilà, donc c'était une petite contribution. Non, ça c'est une question. Oui, apparemment, ça a l'air. Tu ne vas pas faire seulement du plagiat, et ça va faire une catastrophe dans tous les secteurs si les gens ne font pas attention. Je dis généralement aux gens, dans le domaine des mines par exemple, je prends un exemple très qui peut vraiment être dramatique. Il y a 15 ans, lorsqu'on définissait les quantités de ressources minérales qui sont dans un jugement, avant des louvres pour l'exploitation, on faisait des figures géométriques à la main pour pouvoir définir le volume. Et lorsque moi je suis venu pour ma recherche à la
la mine de Siama, en 1995. Il y a un logiciel qu'on appelle le planimètre qui doit faire tout de suite la surface et la profondeur pour faire le calcul. Là, autrefois, on faisait pendant des mois pour arriver à la définition des ressources. Et le modèle, on peut le faire en quelques jours. Et avec des logiciels qui sont venus récemment, c'est pour un peu imaginer l'impact de l'IA, qui sont venus récemment, donc les 5 dernières années. C'est des logiciels qui peuvent vous faire le calcul sur 20 ans, 30 ans, une mine d'exploitation de mine. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça peut se faire en quelques heures de travail. Maintenant, c'est vrai, le temps, c'est de l'argent. Moi, je dis même que le temps, c'est de l'or. C'est ça. Mais en termes d'utilisation de l'outil informatique, garbage in, garbage out. Tu ne peux pas mettre la banane dans un logiciel pour avoir de l'eau, des oranges. Et c'est pourquoi, même dans le cadre de la formation à l'école supérieure de géologie et mines, où je fais ici depuis 2 ans, les rudiments du départ, la construction des projets, on apprend ça aux étudiants. Les logiciels, c'est bien, on les encourage, mais il ne faut pas se fier à ça. C'est le terrain qui commande. Si tu sors des résultats qui ne sont pas soutenus par les réalités du terrain, les visites du terrain, c'est voué à l'échec. Et pour sortir du débat, une fois j'étais encore employé à la ville de Siama, les gens disent que ça nous compte qu'on n'a plus, on ne voit plus la direction de l'ordre. Ça nous compte. Si tu n'as pas bien maîtrisé au départ ce que tu as, ça nous compte là. Donc à ce moment, c'est le terrain qui commande. Et tout ce que vous allez, c'est grave, vous allez mettre les gens à dépenser des millions de dollars et au finish, ils n'ont pas de résultat. Et un consultant, il faut vraiment se former, je répète, être confiant en soi-même et comprendre le problème sur lequel on vous invite pour pouvoir apporter des solutions qui vont faire honneur à tout le monde. Merci. Merci. Merci beaucoup. Ok, autre réaction ou bien? Je voulais rebondir sur sa question. Ok, micro pour lui, s'il vous plaît. C'est ça. Avant, quand il n'y avait pas le téléphone, on envoyait des lettres. Aujourd'hui, le téléphone est devenu indispensable. Celui qui n'a pas un email n'est juridique quasiment pas existant sur le numérique. Aujourd'hui, tu n'as pas des réseaux sociaux, tu n'es quasiment pas existant en termes de communication. Donc le changement est inévitable. L'évolution est inévitable. Et il faut s'adapter. C'est pourquoi aujourd'hui, pour moi, l'IA peut être une menace. Pour celui-là qui n'a pas compris que l'IA peut être pour lui un atout. Et un outil. Il a dit une chose, on ne peut pas mettre des bananes et puis ça ressortir avec autre chose. Pour faire de la logo, il faut des bananes plantées. Donc pour moi, il faut aujourd'hui comprendre le fonctionnement des IA et l'intégrer dans son fonctionnement quotidien. Nous, par exemple, au niveau de notre cabinet, on l'a déjà fait. Tous les employés maîtrisent l'IA, travaillent avec l'IA au quotidien. Mais les données qui sont censées mettre, il y a ce qu'on les prompts, comme on les appelle. Il faut pouvoir mettre des prompts où les données qui sont à l'intérieur sont des données qui sont importantes, qui vont avec le besoin, et pouvoir aussi interpréter, analyser surtout les résultats, parce qu'il peut nous donner des résultats qui sont faux. Et tu dois avoir cette capacité-là d'analyser, de pouvoir ressortir ce qu'il y a de bon dedans. Donc en gros, je ne veux pas vraiment, j'ai beaucoup intervenu, je ne veux pas en abuser. C'est dire aussi également que pour moi, l'IA va faire disparaître certaines personnes, certains métiers, mais ça va en créer d'autres. Et notre rôle à nous maintenant, c'est de nous repositionner en nous formant pour faire partie de cette nouvelle génération de compétences dont on a besoin, de cette nouvelle génération de consultants qui a besoin de l'IA pour pouvoir réellement atteindre ces nouvelles objectifs. Merci beaucoup. Merci.